Et on donnera la parole maintenant à Raphaël Garcia et Julien Bezin qui vont nous parler des données du système national de santé avec un langage un petit peu différent. On a peut-être moins l'habitude de ce langage. Ce sont des données extraites donc des codages des établissements et des praticiens. Donc ils vont essayer de nous retranscrire ça dans un langage plus facile pour nous. Merci. Merci. Le message est passé, on va essayer de faire clair. Donc oui, Julien Bezin, Raphaël Garcia, on est du CHU de Bordeaux et donc on a fait ce travail sous l'égide du coup de Jean-Rodolphe et Pierre pour essayer de regarder ce qu'on pouvait trouver en termes de complications dans le SNDS. Donc je vais laisser présenter Raphaël Garcia, qui est statisticien dans l'équipe de Pharmaco de Bordeaux et pour lequel on a sollicité pour faire ce travail sur le SNDS. Donc, on a réalisé une extraction à partir des données nationales. Il s'agit des données de l'assurance maladie, c'est-à-dire les données de carte vitale et les données hospitalières. On s'est intéressé aux complications neurologiques qui survenaient dans l'année suivant la chirurgie du rachis dégénératif qui est apparue en 2018 en France. Donc, l'étude elle a été conduite au sein de l'unité de pharmacoépidémiologie et bon usage du médicament du CHU de Bordeaux, qui est une unité de soutien méthodologique au sein du CHU. Nous quatre ne déclarons aucun conflit d'intérêt relatif à ce travail et je tiens à vous remercier pour le financement de ce projet qui m'a permis de réaliser mon Master 2. Ces dernières années, d'importants progrès ont été réalisés en termes de techniques chirurgicales. Et à côté de ça, on a constaté également un vieillissement de la population, ce qui a probablement entraîné une augmentation du recours à la chirurgie pour traiter les pathologies dégénératives du rachis. On note d'ailleurs que plus de 160 000 actes annuels sont réalisés sur le rachis. Mais malgré cette augmentation du recours à la chirurgie du rachis dégénératif, ça reste des interventions qui sont à risque de complications. Et donc, notre étude, elle s'intéresse à évaluer l'incidence des complications per- et post-opératoires des patients qui ont eu une chirurgie du rachis dégénératif en raison du rachis dégénératif. Et en plus de cela, on a cherché à identifier des facteurs qui étaient associés au risque de complications. Donc, pour cela, on a réalisé une étude de cohorte rétrospective à partir du SNDS, du Système national des données de santé. Et on a utilisé les données allant de la période de 2013 à 2019. Nos patients, ils étaient âgés de 18 ans à partir de 2018 et affiliés au régime général. Et en plus de cela, on s'est assuré qu'ils avaient une chirurgie du rachis selon une liste qui avait été prédéfinie par Pierre et Jean-Rodolphe à partir d'actes CCM en 2018 et que celle-ci était incidente, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas eu de chirurgie appartenant à cette liste dans l'année précédente, celle-ci en 2018, donc dans les 365 jours précédents, et pour s'assurer du caractère dégénératif de la pathologie, on a éliminé tous les patients qui avaient eu, dans les 6 mois précédant cette chirurgie, des médicaments ou des diagnostics en rapport avec un cancer ou en rapport avec un trauma. Donc initialement, dans la base de données, on avait 63 millions de patients qui étaient présents en 2018. Après application de différents critères propres au SNDS, sociodémographiques, et s'être assuré qu'il y avait une chirurgie d'intérêt présente en 2018, on avait 98 000 patients. Et après s'être assuré du caractère incident et dégénératif de la chirurgie, de la pathologie, il nous restait 79 151 patients dans notre cohorte. Donc, comme je vous l'ai dit, on s'est intéressé aux complications. Les complications à 1 an, et également, on a utilisé un second cut-off à 1 mois pour différencier les complications précoces des complications tardives. Pour présenter les résultats, on a utilisé différents graphiques, notamment un pour présenter l'activité par département, un pour présenter la fréquence de chaque complication au sein de l'ensemble des complications, et un autre pour présenter la fréquence de chaque complication par catégorie d'âge. On a également réalisé une analyse de survie avec un modèle de Cox cause spécifique. Donc, premièrement, on retrouve une carte avec une coloration
allant du plus clair au plus foncé, qui permet de voir l'activité par département. Et donc là, ce qu'on voit, c'est un effet centre clair avec des centres qui monopolisent un petit peu toute l'activité, et donc les centres autour qui sont sûrement drivés par cette activité. Et en orange, ce qu'on retrouve, c'est le nombre de chirurgiens du RHI qui sont recensés par la SFCR. Et donc, j'ai vu des photos, si vous voulez. Donc, ça permet de voir un petit peu l'activité du RHI en France. Donc, maintenant, les caractéristiques des patients. Ce qu'on peut voir, c'est que nos 79 151 patients, chez nos 79 151 patients, il y a un ratio homme-femme qui est à peu près équilibré, que la moyenne d'âge est d'environ 55 ans, que presque 60% d'entre eux ont plus de 50 ans, que le niveau vertébral de la chirurgie initiale était très souvent, donc à 80%, au niveau lombaire, et que 11% de nos patients ont été initialement opérés au niveau cervical, et que presque 30% d'entre eux avaient déjà été hospitalisés en raison d'une pathologie dégénérative du rachis, identifiée dans la base nationale, que presque 10% d'entre eux étaient en surpoids ou en obésité, que presque 70% d'entre eux avaient été opérés initialement dans notre chirurgie initiale dans un établissement privé, que la durée de séjour était en moyenne de 5 jours et que à 30 jours, 7,7% des patients avaient fait une complication et qu'à 1 an, presque 15% d'entre eux avaient fait une complication. Et on compte là-dedans 0,4% de décès. Ça va. Donc ça, c'est une figure qui permet de représenter des données qui sont soit hiérarchiques, soit séquentielles en général. Ça s'appelle un sunburst. Donc, chacun des cercles concentriques permet de représenter 100% de nos données. Et donc, du coup, sur le cercle le plus serré, on voit que 28% de nos complications, de nos premières complications plus précisément, ont été identifiées à l'aide de codes CCAM et que 70% d'entre elles ont été identifiées à l'aide de codes SIM10. Et donc, si on rentre un peu plus dans le détail de chacun des grands groupes de complications que l'on pouvait voir sur le diapo précédent, on voit qu'en rouge, les actes thérapeutiques sur le système nerveux central spinal représentaient 5,67% de l'ensemble de nos complications, de nos premières complications. Au sein de cela, les actes thérapeutiques sur les méninges, les ventricules et le liquide cérébrospinal, représentaient la totalité de ces complications-là, 5,67. Au sein de cela, celles qui étaient les plus fréquentes étaient les évacuations de collection des méninges spinales, qui représentaient 4,72% de l'ensemble des premières complications de nos patients. Et au sein de cela, on retrouvait donc la mise à plat de lésions infectieuses péridurales rachidiennes et ou paravertébrales post-opératoires par abord direct, qui représentaient 3,06% de l'ensemble des premières complications de nos patients. Après, on retrouvait les actes thérapeutiques qui avaient été réalisés sur la colonne vertébrale, qui représentaient 22,6% de l'ensemble de nos complications, au sein desquels on retrouvait les actes thérapeutiques sur les vertèbres et sur les disques intervertébraux, qui représentaient 18% et 4,58% de l'ensemble des premières complications de nos patients, au sein desquels on retrouvait l'ostéosynthèse et l'arthrodèse, la laminectomie, le recalibrage et l'exérèse de hernie discale, qui représentaient respectivement environ 5, 4, 4 et 4% de l'ensemble des premières complications faites par nos patients. Et donc, au sein de cela, on retrouvait la laminectomie lombale ou lombosacrale totale bilatérale par abord postérieur et l'exérèse d'une récidive de hernie discale de la colonne vertébrale lombale préalablement opérée par abord direct, par abord postérieur, qui représentait 3,18% et 2,68% de l'ensemble des premières complications qui avaient été réalisées par nos patients. Ensuite, on passe à la partie des complications qui ont été identifiées à l'aide de diagnostic SIM10.
Et donc, on retrouve les maladies du système nerveux qui correspondent à 37,8% de l'ensemble des premières complications que l'on a retrouvées chez nos patients, avec les compressions des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs, donc 24,70%, qui sont les plus fréquentes, au sein desquelles on retrouve les compressions au cours d'atteinte des disques intervertébraux et au cours d'autres dorsopathies, qui représentent 15,8% et 6,42% de l'ensemble des premières complications que l'on retrouve chez nos patients. Ensuite, les secondes complications que l'on a récupérées à l'aide de diagnostic SIM10, on retrouve les maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif qui représentent 34% de l'ensemble des premières complications que l'on a retrouvées chez nos patients, qui étaient représentées en majorité par les dorsalgies et les autres spondylopathies, qui représentent presque 10% et 19% de l'ensemble de nos premières complications chez nos patients, qui sont représentées ensuite par les sciatiques et le rétrécissement du canal médulaire, et au sein desquels les plus fréquents de l'ensemble de la catégorie étaient les opérations qui avaient eu lieu en région lombaire. Donc, au final, voilà le diagramme complet, donc qui permet de représenter des données qui sont soit hiérarchiques, soit séquentielles en général. Et donc ici, on retrouve nos 4 grands groupes qui sont au niveau CCM, les actes thérapeutiques sur le système nerveux central spinal, les actes thérapeutiques sur la colonne vertébrale. En CIM10, on retrouve les maladies du système nerveux, les maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif, avec ce que je vous ai présenté tout à l'heure, les actes ou les diagnostics qui sont les plus fréquents dans chacune des catégories. Je ne vais pas vous les répéter parce que c'est un peu compliqué pour moi. Maintenant, cette figure, ça s'appelle un heatmap. C'est très utilisé en génétique, en général. On peut voir sur l'axe DX les différentes catégories d'âge, 17-40 ans, 41-50 ans, 51-65 ans et 65 ans et plus. Et sur l'axe DY, l'ensemble des codes de complications CCM ou SIM10 que l'on a retrouvés dans notre cohorte. Et donc, ce graphique permet de voir que, en fait, ce qui est présenté, c'est la différence entre la fréquence de chacune des complications dans la catégorie d'âge par rapport à la fréquence de la complication, tout âge confondu, donc avec une moyenne pondérée. Et donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas de différence selon l'âge, sauf pour deux complications. Le rétrécissement du canal médulaire en région lombaire, qui a un gradient avec une augmentation de la fréquence en fonction de l'âge, et les compressions des racines et des plexus nerveux au cours d'atteinte des disques intervertébraux, qui a une fréquence qui diminue avec l'âge, en rapport toujours avec la moyenne de la complication, tout âge confondu. Maintenant, les résultats de l'analyse de survie. Sur votre gauche, on retrouve un graphique qui présente l'incidence des complications au cours du temps, avec, on voit un important pic dans les 30 jours qui suivent la chirurgie d'intérêt, donc avec 7,7% de complications, ce que je vous ai présenté sur le premier tableau, à 30 jours, donc un peu au-dessus de 7,5%, et à 365 jours, à un an, on retrouve presque 15%, donc c'était 14,8% de complications à un an, pardon. Et sur le tableau à votre droite, on retrouve les résultats de l'analyse de survie. Donc ce qu'on peut voir, c'est que les patients que j'ai dit à risque, c'est-à-dire ceux qui avaient déjà été hospitalisés en raison de la pathologie dégénérative du rachis, ont un risque 1,43 fois plus important de faire une complication que ceux qui n'avaient pas eu d'hospitalisation dans les 5 ans précédant la chirurgie, on voit également un gradient de risque qui va vers l'augmentation selon l'âge, avec chez les plus de 65 ans un risque 1,55 fois plus important de faire une complication que les patients qui ont 40 ans ou moins. On voit également que la durée de séjour, également un gradient qui va vers l'augmentation du risque, avec un risque 2,73 fois plus important de faire une complication chez les patients qui ont un séjour initial qui est supérieur à 5 jours par rapport à des patients qui ont un séjour qui dure moins de 2 jours initialement. On voit que
les hommes ont moins de risques de faire une complication que les femmes, que les personnes en surpoids ou en obésité ont un risque plus important de faire une complication que celles qui ne le sont pas. Et on voit également que les patients qui ont été initialement opérés en cervicale par rapport à ceux qui ont été opérés initialement au niveau lombaire n'ont pas de risque plus augmenté de faire une complication. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que sur le graphique à côté, c'est probablement dû aux complications directes là, dans les 30 premiers jours. Et puis ensuite, c'est probablement tout simplement l'histoire de la maladie qui se dégrade petit à petit, parce que nous, on a identifié ça à l'aide de codes qui sont dans une base de données, et donc c'est probablement plus l'histoire de la maladie juste la maladie, que vraiment les complications directes que par contre on peut opérer qu'on peut isoler dans les 30 premiers jours. Donc, si on compare nos résultats avec la littérature, on peut ressortir notamment 3 études. Une méta-analyse qui a été réalisée aux USA, dans laquelle les auteurs retrouvent 5,9% de complications à 30 jours, donc à comparer avec les 7,7% que nous on a retrouvés à 30 jours. Également une étude qui a été réalisée sur le registre européen Spine Tango, dans laquelle ils retrouvent 10,7% de complications dites chirurgicales avant la sortie de l'établissement, donc c'est probablement, au vu de la moyenne nous qu'on a dans notre cohorte, avant 5 jours. Donc ils retrouvent 10,7% de complications et nous on retrouve 7,7% de complications à 30 jours. Et on a également une cohorte rétrospective qui a été réalisée aux USA avec 5,1% de complications à 30 jours en comptant les réadmissions. Et donc nous on a retrouvé toujours 7,7% de complications à 30 jours. Ce qu'on peut ressortir de cette étude, les résultats principaux, c'est que sur l'ensemble de nos patients, donc 79 151 patients, on a 7,7% d'entre eux qui ont fait une complication à 30 jours, donc précoce, et 14,8% d'entre eux qui ont fait une complication à 1 an. Également, au sein de cela, on a une mortalité à 1 an qui est de 0,4%. Et donc, quand on s'est intéressé aux différents facteurs qui étaient associés au risque de complications, on a retrouvé le sexe féminin et l'âge supérieur à 65 ans. Donc on pourrait probablement expliquer par exemple l'ostéoporose. Et une durée de séjour initiale supérieure à 5 jours et une chirurgie initiale dans un établissement public. Ce qu'on pourrait expliquer éventuellement par des comorbidités, soit en nombre plus important ou plus compliqué. Et aussi, on a l'antécédent d'hospitalisation au cours des 5 ans précédant la chirurgie qui également était associé à un risque plus important de faire une complication. Donc, au final, cette étude, elle a été réalisée sur une base de données complexe et qui n'a pas été créée pour réaliser des études épidémiologiques ou pharmaco-épidémiologiques. Donc, on a des facteurs de confusion que l'on ne peut pas retrouver, notamment le score ASA que vous avez l'habitude d'utiliser. On peut retenir également que la collaboration entre méthodologistes, cliniciens, biostatisticiens ou data scientists est importante, puisque ça permet à la fois de réguler, si je peux dire, le data scientist, biostatisticien dans l'analyse de ces données qui pourrait éventuellement partir un peu trop vite, je parle d'expérience, avec les données, et également les cliniciens peuvent relativiser sur leur pratique quotidienne et voir un petit peu plus les données nationales, ce qu'elles sont. Et c'est important également de souligner l'intérêt de la réutilisation de données déjà existantes pour la production de connaissances, notamment les registres ou des bases de données comme le SNDS que l'on a utilisé au cours de l'étude, ou encore les EDS que l'on peut retrouver dans certains CHU. Et merci à tous pour votre attention. Merci pour la SFCR d'avoir financé ce travail. Et il y a un article qui est en cours de rédaction. Voilà. Merci à vous.